de ton dans le rapport. Merci. Monsieur Ray. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, oui, merci pour ce rapport qui vient alimenter notre réflexion indispensable, tant il est important de réfléchir à une vraie réforme de notre fiscalité directe locale. Les constats, on les partage. Effectivement, ces dernières années, les mesures qui ont été prises ont fortement réduit les leviers fiscaux à disposition des collectivités, notamment les départements qui n'ont quasiment plus de levier, et les recettes fiscales qui restent sont de moins en moins territorialisées. Moi, je reviens évidemment, je ne peux pas m'en empêcher, sur la fâcheuse suppression de la taxe d'habitation. Je continue de penser que c'était une erreur, une proposition qui a été lancée lors d'une campagne présidentielle et que cette suppression n'était réclamée par personne. C'était un vrai lien entre les habitants et leur territoire. Et l'argument qui était de dire que c'était une taxe basée sur une assiette injuste ne tient pas, vu que c'est la même assiette que la taxe foncière qui est toujours existante. Première question, est-ce que dans le cadre de vos travaux, vous avez auditionné pour savoir comment le gouvernement, à l'époque, l'État, allait compenser cette perte massive de recettes fiscales qui, comme l'a dit la collègue précédente, a fortement pesé dans le dérapage de nos comptes publics ces dernières années? Autre question, le fait qu'il y ait peu de leviers fiscaux peut être complété par le fait que ces leviers sont extrêmement encadrés par des règles de lien. Là aussi, est-ce que vous suggérez, moi c'est ce que je pousse, qu'on dessert toutes ces règles de lien qui encadrent fortement le vote de la taxe foncière avec la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, ce qui permet de donner plus d'autonomie à nos collectivités? Autre question enfin, on le voit, les répartitions de recettes, de compensation sont assises sur des impôts figés, comme vous l'avez dit, et de toute façon qui n'existeraient plus vu qu'il y a énormément de mutations économiques, fermetures d'entreprises. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir ce système? Vous l'avez un peu abordé, cette règle de compensation à l'instant T, est-il le plus pertinent? Je ne le pense pas. Enfin, vous proposez effectivement de revoir des critères de répartition en fonction de critères de ressources et de charges. Est-ce que vous êtes certain, affirmatif, que ces critères seraient incontestables? Est-ce qu'ils ne seraient pas effectivement source de débat? Rien que les chiffres du recensement, parfois, sont eux-mêmes contestés lors des calculs de la DGF. Merci. Je réponds tout de suite. Donc, bon, il est clair que ces recettes fiscales qui ont disparu et qui étaient compensées par des transferts d'impôts d'État ont eu un impact sur le déficit public. Enfin, si on avait eu des baisses de dépenses à due concurrence ou une augmentation significative de la croissance économique, ça aurait pas eu cet impact-là. Aujourd'hui, effectivement, c'est à peu près 25% du déficit public qui est lié à ces baisses d'impôts. C'est incontestable. Bon, je rappelle quand même qu'il y avait, sur la taxe d'habitation, il y avait quand même des contestations fortes sur des contribuables qui les payaient. Mais enfin, bon, voilà. Sur les liens entre taux, on les décrit dans le rapport. Il y a eu on a d'ailleurs quelques liens qui ont été un peu desserrés, je crois, sur la taxe d'habitation sur les dépenses secondaires, sur lesquelles, effectivement, il y a eu des ajustements qui ont été faits pour desserrer les liens. Bon, en même temps, il n'est pas anormal, je pense, qu'il y ait un lien entre les différents impôts locaux pour pas qu'on pénalise particulièrement une catégorie contribuable. Simplement, effectivement, la TH ayant disparu, il fallait regarder ces liens. Et je ne sais pas si on a été jusqu'au bout de l'examen, mais il faut probablement le regarder. Sur les critères de répartition en fonction de données contemporaines, oui, bien sûr qu'il y aura des contestations. Par exemple, je prends un exemple qui est l'un des sujets qui est souvent utilisé. Un critère, c'est la longueur de la voirie. Bon, la longueur de la voirie, elle est mal mesurée. Elle est très mal mesurée dans certains endroits. Le recensement, je ne voudrais pas me mettre mal avec le directeur général de l'INSEE, mais il peut y avoir des écarts, c'est vrai. Mais sur la voirie, nous, on a proposé dans le rapport sur la DGF des critères alternatifs, comme par exemple la densité de population, la taille du territoire, parce qu'effectivement, en territoire rural où il y a beaucoup de voiries nécessaires, il faut prendre ça en considération. Donc voilà, je ne dis pas que c'est incontestable, il faut prendre des critères un peu nouveaux
d'impôt qui permettent d'aller plus loin. Le vrai problème, c'est qu'on a des taux aujourd'hui qui s'appliquent à des bases qui n'ont pas de vraie signification économique. Et ça, c'est une vraie difficulté. Donc il faut qu'on arrive à trouver des systèmes qui s'appliquent à qui répondent mieux aux exigences économiques que ce qu'on a aujourd'hui. Voilà. Mais je ne dis pas que la situation est simple. Je dis simplement que, s'agissant de la répartition aujourd'hui des recettes de compensation, on va dans le mur à moyen terme. Voilà, on va dans le mur à moyen terme parce qu'il n'y a pas de territorialisation, il n'y a pas de prise en compte des besoins, il n'y a pas de prise en compte des divergences d'évolution démographique et économique des régions, des départements et des communes. Donc c'est un vrai sujet. Et comme maintenant on n'est plus sur 20%, mais sur 40-45% en moyenne de recettes qui sont déterritorialisées et qui sont compensées, eh bien on a un risque d'aller dans le mur. Merci.